Minute d'autopromo avant l'épisode. À l'occasion de la sortie du podcast, j'avais envie de fêter ça en t'offrant gratuitement un atelier de groupe en visio autour des menstruations le jeudi 6 mai à 20h30 sur Zoom et un replay pendant un mois. Je l'ai appelé la Menstruteuf parce que j'ai envie de célébrer les règles, les menstrues, les coquelicots, les ragnagnas, bref, célébrer cette phase du cycle qui est souvent pénible et douloureuse. Alors, ça sera pas du tout du féminin sacré, il y aura pas de symbole essentialiste de l'utérus, non, c'est un atelier féministe et festif. Donc pour t'expliquer le déroulé, ça se passera en 2 parties. La première, je vais parler des menstruations, comment ça fonctionne, pourquoi ça fait mal, etc. et je répondrai à toutes les questions. Et puis dans un deuxième temps, je te proposerai de poser ton cerveau à côté de toi sur ton canapé et de faire passer tout ça dans ton corps. Donc je te demanderai de te lever, de fermer les yeux et de te laisser guider par ma voix pour aller danser avec tes menstruations. Et faire la teuf dans ton salon. Ça s'appelle une pratique somatique, c'est entre de la danse, de l'hypnose et de la méditation. Ouais, c'est bizarre, je te l'accorde, dit comme ça. Je peux pas te l'expliquer d'une autre manière, il faut le vivre pour le comprendre. Et ça va te permettre aussi de découvrir ma façon de travailler. C'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'apporter de la légèreté et de la joie dans leur menstruation. Donc les personnes qui ont des douleurs menstruelles, celles qui n'en ont pas mais qui sont pas forcément en phase avec cette partie-là de leur corps, les personnes ménopausées qui ont envie de renouer avec ce moment-là de leur vie. Bref, je t'accueille tel que tu es tant que tu as l'intention de venir fêter tes menstrues. Pour t'inscrire à la Menstruteuf, le lien est dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse écouter ton épisode. Bonne écoute à toi. Allez, salut les menstrues. Il y a des solutions pour toutes les douleurs, sachant que ça ne veut pas dire qu'on va garantir un zéro douleur, parce que ça, c'est difficilement quantifiable, en fait. Enfin, il y a tellement de paramètres. Mais par contre, on va dire quel est votre objectif. Par exemple, ça va être de passer une journée sans avoir mal. Ça va être de dormir sans avoir mal. Ça va être de faire du sport pendant, je sais pas, j'aimerais faire plus d'une demi-heure de sport sans avoir mal. Et ça, évidemment, nous, notre but, c'est que la personne ait de moins en moins mal, aussi. Mais l'objectif, il faut qu'il soit quantifiable. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. En tant qu'accompagnante, j'adore travailler avec les kinés, quand ils sont OK bien sûr de travailler avec moi. Car ce que l'on fait en séance émotionnelle, on peut ensuite le faire passer dans le corps grâce à des séances de kiné. Et quand on pense kinésithérapie, on pense souvent à rééducation des ligaments croisés du genou, ou encore entorse de cheville, mais jamais douleur menstruelle. Pourtant, la kiné peut être une réelle piste pour apaiser les douleurs de règles. Mais ça ressemblerait à quoi concrètement une prise en charge kiné pour les douleurs menstruelles ? Est-ce qu'on peut y aller même sans avoir de diagnostic ? Est-ce qu'il y aurait des automassages à pouvoir faire pendant les crises ? Est-ce qu'il y a des choses qui entretiennent la douleur plus qu'elles ne les apaisent ? De façon très concrète, Caroline Gonon, kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée dans les douleurs pelviennes, répond à mes questions et nous explique ce que la kiné peut faire pour les douleurs de règles et l'importance du mouvement dans toutes les situations. Alors c'est vrai que pendant les crises, on a plutôt tendance à rester allongé et à ne plus bouger, et c'est ok. Mais la kiné, c'est bien plus que de faire de la rééducation musculaire. Massage, respiration, observation du cycle, flux instinctif, Caroline nous parle de tout ce que l'on peut mettre en place pour prévenir la douleur. Je suis sortie de cette interview encore plus convaincue qu'une bonne prise en charge kiné avec une bonne alliance thérapeutique pouvait être un socle solide pour sortir du cercle vicieux des crises menstruelles. Et nous devons absolument faire passer le mot à toutes les personnes qui ont mal pendant leurs règles qu'il est possible d'aller consulter un ou une kinésithérapeute pour apaiser leur douleur menstruelle. Alors, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu sens que ça pourrait aider quelqu'un. Je te souhaite une très bonne écoute. Merci d'avoir choisi d'écouter Transgresser les règles. Bonjour Caroline. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu es kiné et ostéopathe spécialisée dans les douleurs pelviennes et je suis ravie de t'accueillir sur le podcast parce que si je t'invite aujourd'hui, c'est que justement la kiné, on y pense surtout quand on se fait une entorse de cheville, quand on a mal au dos, mais c'est pas du tout un réflexe d'y penser
pour les douleurs menstruelles. Donc, j'ai envie de te poser une première question mais qu'est-ce que la kiné pourrait bien faire sur les douleurs menstruelles ? En fait, la kiné au tout départ, c'est vrai, c'était essentiellement musculo-squelettique. C'est peut-être pour ça que c'est resté un peu dans la pensée des gens. Au début, les kinés ne travaillaient que entorse de cheville, articulation un peu comme ça, hanche, etc. Le dos après. Mais c'est vrai que c'était un petit cervical, etc. Mais voilà, c'était ça. Et en fait, petit à petit, on a eu de plus en plus notre champ de compétences qui a augmenté. Et donc, au niveau de la douleur, quelle qu'elle soit, on est bon et surtout on est des bons cliniciens. C'est-à-dire que les patients vont arriver avec un symptôme ou des symptômes et on est bon pour dire ok, il y a différentes choses. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps? Qu'est-ce qui ne bouge plus? Parce que la kinésithérapie, c'est vraiment la thérapie par le mouvement. Et comment je peux faire en fait pour remettre en mouvement ce qui ne bouge plus. Et en règle générale, ce qui ne bouge plus, c'est douloureux. Et quand on a mal, on bouge de moins en moins. Et donc on est dans un cercle vicieux. Et la kiné, par différentes techniques qui n'est pas forcément que des exercices, mais de remettre en mouvement, ça peut être par le massage, ça peut être par différentes techniques. On a plein d'outils dans nos mains. Parfois ça peut être du TENS sur les douleurs, donc de l'électrothérapie. Et on a plein de moyens, d'outils qu'on peut utiliser en fonction de ce que la patiente ressent, de lui proposer et d'adapter au mieux pour qu'elle, petit à petit, la douleur s'en va. Si la douleur diminue, on va pouvoir remettre en place encore d'autres mouvements ou d'autres choses qu'elle a perdues, peut-être, je sais pas, avec la douleur, elle a arrêté de faire du sport, elle a arrêté, différentes choses. On va pouvoir la remettre en mouvement, rendre actrice et maîtriser son corps. Ça, c'est un accompagnement qu'on fait. Et petit à petit, elle va pouvoir en fait être en maîtrise et puis avoir de moins en moins de symptômes. Donc là, vous travaillez sur la douleur. Est-ce que ça signifie que si on n'a pas de diagnostic mais qu'on a juste mal, on peut quand même venir voir quelqu'un de spécialisé, une ou un kiné spécialisé dans les douleurs pelviennes? Oui, parce que la douleur, c'est déjà pas normal. Et donc la douleur doit être prise en charge, ou en tout cas on doit faire un accompagnement, parce que le terme pris en charge par certaines patientes peuvent ne pas aimer, donc moi j'aime bien dire prise en soin ou accompagnement, mais on peut vraiment accompagner parce que on ne doit pas dire vous avez mal, c'est dans votre tête, vous avez mal, c'est normal, vous avez mal, au revoir madame. Non, en fait la douleur est un symptôme très important qui en soi, rien que ça, doit être pris en charge, doit être accompagné. Donc, là, je pense à des personnes, des personnes menstruées ou des femmes qui ont des douleurs menstruelles, qui sont en errance de diagnostic, pour qui on n'a pas trouvé d'endométriose, pour qui, pour l'instant, il y a un point d'interrogation. Elles peuvent quand même venir venir vous voir, parce que t'es pas la seule en France. Heureusement. Mais oui, ça ferait beaucoup de travail, hélas. Mais du coup, elles peuvent demander à aller voir une kiné spécialisée. Exactement, et en fait, quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est un message que j'essaie de faire passer vraiment et qui est hyper important. Avoir mal quand on a ses règles, ce n'est pas normal. On ne doit pas avoir mal quand on a ses règles. Il y en a qui disent que si ça passe avec de l'ibuprofène et du paracétamol, c'est-à-dire vraiment les antalgiques niveau 1, ça va. Moi, j'ai mis presque encore un bémol, parce que pour moi, si la patiente, elle se dit « j'ai pas mon ibuprofène au cas où », et qu'elle est toujours en ce stress-là, de se dire « il faut toujours que j'ai un ibuprofène sur moi au cas où mes règles commencent ou syndrome prémenstruel ou quoi, au cas où il faut là que je dois, ça risque de commencer », déjà ça, pour moi, c'est problématique, et ça doit pas être normal. Ça a été complètement normalisé, mais ça n'est pas normal. Et donc, si la personne, on ne sait pas le diagnostic, et il y en a tellement dont on ne sait pas le diagnostic, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas un nom de diagnostic, on ne peut pas accompagner par rapport à ça et avancer par rapport à ce symptôme, sachant que parfois, même si on a le diagnostic, on va faire pareil. C'est pas le fait d'avoir un diagnostic qui va faire que notre traitement va être différent. Parce que nous, on traite les symptômes. Donc, le symptôme, que ça vienne de l'endométriose ou syndrome de congestion pelvienne, sachant que ça ne sera pas vraiment les mêmes symptômes,
Donc nous, on commence à faire la différence, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a des symptômes en commun entre ces différentes douleurs au niveau pelvien, en fait, on peut prendre en charge même si le diagnostic n'est pas posé. Je rebondis parce que j'ai eu une question en story sur Instagram. J'ai demandé si des personnes avaient des questions sur ton interview. Et il y a effectivement une personne qui m'a demandé pour les varices, tout ce qui est congestion pelvienne, donc tout ce qui est vasculaire, est-ce que pour les varices vaginales, etc., la kiné pelvienne peut apporter du soulagement? En fait, on apporte du soulagement pour toutes les douleurs. Non, mais par contre, ça fait plaisir à entendre. Franchement, ça fait du bien à entendre. En fait, il y a des solutions pour toutes les douleurs. Voilà. Redis-le-nous, s'il te plaît, Karine. Non, mais il y a des solutions pour toutes les douleurs, sachant que ça veut pas dire qu'on va garantir un 0 douleur, parce que pour moi, c'est pas forcément de dire, c'est pas un objectif de ne plus avoir mal. Parce que ça, c'est difficilement quantifiable, en fait. Enfin, il y a tellement de paramètres. Mais par contre, on va dire, quel est votre objectif ? Par exemple, ça va être de passer une journée sans avoir mal. Ça va être de dormir sans avoir mal. Ça va être de faire du sport pendant, je sais pas, j'aimerais faire plus d'une demi-heure de sport sans avoir mal. Et ça, évidemment, nous, notre but, c'est que la personne ait de moins en moins mal, aussi. Mais l'objectif, il faut qu'il soit quantifiable. Et dans les syndromes de congestion pelvienne, on a des outils qu'on va utiliser. Donc déjà, toujours la mobilité. On peut aussi travailler avec, moi je trouve dans la congestion pelvienne, l'hypopressif va fonctionner. Mais on va aussi donner des conseils, c'est-à-dire de passer du temps le soir avec les jambes en hauteur, de façon à refaire du flux, enfin de réguler au niveau du flux, de porter en fait il y a des caleçons qui sont en fait qui ont les bas de contention. Oui, alors déjà, les bas de contention, ça c'est clair déjà. Ah, mais il y a évident. encore autre chose. Ouais. Oui, tu sais, c'est des shorties. En fait, c'est des shorties qui aident avec un appui au niveau de la vulve. Ils aident au retour veineux. Ah, ok. C'est des bas de contention, mais de slip de contention. C'est des shorties. C'est qu'un shorty. Ouais, c'est un shorty qui aide au retour veineux. Ah ça marche hyper bien. Comme la culotte de Pelvinity. J'ai oublié le nom de cette culotte là, enfin c'est une culotte spéciale qui a aussi un très bon retour, qui aide au retour veineux et qui a un très bon, enfin après il faut voir comment la congestion pelvienne, mais ça peut être un des outils, le froid. Et en fait on va mixer différentes choses, et c'est vrai qu'il y a des pathologies où la personne en fait peut les avoir tout le temps. C'est-à-dire je vais pas dire je vais te guérir de ta pathologie, non. Par contre, peut-être qu'en mettant en place différentes choses, et sur ça je vais t'accompagner, après tu vas avoir ces outils et tu vas savoir quand les utiliser de façon à ce que tu n'aies plus de symptômes. Et toi, c'est ce que tu recherches en fait. Enfin, c'est ce que la patiente, elle recherche. Ouais. Oui, il y a un souhait d'autonomie aussi dans ce que tu partages. Okay. C'est ça. Et alors comment concrètement, donc là ce que j'entends c'est, ok, j'arrive avec des douleurs pelviennes, diagnostic ou pas diagnostic, mais... Pardon, pas douleur pelvienne, parce que là, nous, on est sur des douleurs menstruelles. Voilà, donc on est sur les dysménorrhées. Différents, les dysménorrhées. Concrètement, comment ça se passe, peut-être la première séance? Déjà, on va essayer de voir ce que la patiente, elle connaît de son cycle. Parce que la plupart, en fait, vont connaître leurs règles, mais pas leur cycle. Et d'ailleurs, on parle de cycle menstruel, et je trouve que, comme d'autres, je suis pas la seule du tout, ça met l'accent encore sur les règles. Alors qu'on devrait dire cycle ovulatoire ou cycle, parce que en fait le plus important c'est l'ovulation. Donc on va accompagner la personne ou renvoyer vers quelqu'un qui maîtrise mieux si mais déjà il faut absolument connaître son cycle menstruel et essayer de savoir si ou quand on ovule, parce que de cette ovulation va créer un équilibre au niveau hormonal. Avec ça, en même temps ou en parallèle, ou ça dépend, les gens, on va aussi voir quelle est votre principale plainte. Moi, je commence toujours par la principale plainte de la patiente, parce qu'elle peut venir pour des douleurs menstruelles, mais il peut y avoir une principale plainte autre, comme justement de la congestion pelvienne, qui va être du coup de la pesanteur le soir, voilà, comme différentes choses. Mais si on est on va rester sur les dysménorrhées, donc les douleurs pendant les règles, il faut étudier ces règles-là. Donc, combien de temps elles durent ? Quand est-ce que vraiment vous avez mal? Est-ce que vous avez déjà repéré quelque chose qui vous fait du bien, etc., etc. Et on va partir de ce que la patiente nous explique d'elle, parce que c'est elle qui connaît son corps. Et nous, on va chercher à
avancer avec elle dans ça, puis voilà, fournir différentes choses. Et en général, vraiment, la douleur, comme c'est pas des patientes qui ont mal depuis 1 mois, c'est des patientes qui ont mal depuis longtemps. Et donc, en fait, il y a forcément la première chose souvent qui se fige par rapport à ça, c'est le transverse. Il va se figer. Donc derrière, en fait, on va redonner de la mobilité, donc travailler aussi avec, donc le transverse, ça va forcément être avec le diaphragme, etc., etc. Alors le transverse pour les personnes qui n'ont pas. Alors moi j'ai accouché il y a 1 an, donc je le connais. Mais du coup c'est un des muscles abdominaux le plus profond, on va dire, qui est le plus près des organes. C'est celui-ci. Oui, c'est exact. Tu le définis comme ça, toi? Bah oui et non. En fait, je le définis le plus profond jusqu'à peu près au niveau de la culotte. Après, il passe devant. Et les grands droits passent derrière. Et en fait, tout le fascia, parce que c'est en fait, on dit le transverse, mais c'est les transverses. Il y en a un à droite et un à gauche. Ils viennent s'insérer devant. On ne me voit pas, mais je montre. Il vient s'insérer devant. Et en fait, à peu près, donc au niveau de là où arrive votre culotte, à cet endroit-là, il va passer en fait tout à fait devant, avec les obliques aussi, etc. Et les grands droits passent derrière. Et c'est souvent les transverses qui sont fatigués, qui sont douloureux, c'est eux? Non, c'est pas fatigué. C'est une sidération. C'est-à-dire que c'est instinctif. C'est-à-dire si vous avez mal, vous arrêtez de bouger. Ouais, c'est la contraction, le qui... Ouais, puis même je bouge plus parce qu'en fait, si je bouge, je vais avoir encore plus mal. Et c'est vrai que y a des personnes qui, quand elles ont mal, elles s'arrêtent de bouger et c'est logique, c'est instinctif. L'idée, c'est de pas rester dans cette immobilisation parce qu'en fait, après, on rentre dans un cercle vicieux. Mais c'est normal, à un moment donné, si on a mal, d'arrêter de bouger. Enfin, là, en l'occurrence, ce que tu dis, c'est-à-dire de se crisper et de ne pas bouger. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, moi, mon premier jour, je suis allongée dans mon lit en mode fœtus et je peux pas bouger. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, entretient plutôt la douleur plus qu'elle ne l'apaise. Oui, parce que, en fait, quand tu as mal, la première fois que tu as mal, tu vas commencer à te figer. Après, tu peux recommencer un petit peu à bouger, etc. Et puis ton transverse va se remettre à bouger, ton diaphragme, ton plancher pelvien, parce que c'est un ensemble. Hein. En fait, c'est ça aussi un petit peu le problème, c'est que souvent après, à un moment, le transverse, on l'a oublié. Et donc, il est revenu en force, et c'était très bien, parce qu'il est essentiel. Mais du coup, après, en tout cas pour certains, on n'a fait plus que le transverse. Et puis les grands droits, c'est les méchants. Non. En fait, on a besoin de tout. On a besoin des uns et des autres parce qu'en fait, ça fonctionne un peu comme un effet domino. C'est-à-dire que si tu en as un qui se fige, il va appuyer sur l'autre et puis en fait, ça peut entraîner un ensemble qui va se figer. Mais de la même chose, on peut inverser cet effet domino en remettant à bouger un qui va refaire bouger l'autre et ainsi de suite. Et là, on part dans un cercle vertueux. Donc, au début, tu vas te figer parce que tu as mal. Mais peut-être que ton transverse va se remettre à bouger, mais on va dire qu'avant, il bougeait à 100%. Et puis il va se remettre à bouger à 90. Et puis les règles d'après, tu vas arrêter de bouger, et puis là, lui, il va repartir à 80, puis à 70, puis à 50. Le problème, c'est que du coup, moins il bouge, plus tes douleurs seront fortes. Ok. Et parce qu'il n'y a pas que lui qui bouge pas, mais lui, c'est un des premiers. Et donc, en fait, c'est-à-dire que si, par exemple, en tout cas en dehors des règles, quand ça va à nouveau mieux, pour celles qui ont mal, on va dire que pendant les règles. Et ça ne veut pas dire que c'est du coup satisfaisant. Hein. Je le redis. Oui, non, pas du tout, oui, effectivement. Mais souvent, c'est radical, quoi. J'ai mal pendant 3 jours et puis après, voilà. le reste du cycle, mais on imagine que ta douleur, elle apparaît très fort si ton transverse, il est bloqué, on va dire, il marche que de 10%. Mais quand tu as fini tes règles, il remarche à 35 ou 40%, mais tu n'as plus mal. Mais toi, du coup, avec la kiné, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? C'est de le refaire bouger à 100%. Et donc, quand tu vas à nouveau avoir tes règles, tu seras à 100%, tu vas descendre de 30 ou de 20, mais du coup, tu seras pas dans le moment douloureux. Ça va être beaucoup moins douloureux. Et après, tu remets en mouvement. Tu vois les techniques? Oui, je vois. C'est que, en fait, c'est comme s'il y avait une amplitude de mouvement.
j'ai envie de dire souplesse. Moi, j'ai la sensation élasticité. que ouais, l'élasticité, quoi. C'est ça. Et en fait, plus tu les tires et plus, même si ils se rétractent, même si l'élastique se rétracte, il se rétracte moins intensément exact. que si tu l'avais pas étiré. J'aime pas le terme étiré. J'aime vraiment. Oui, non, je vois bien. Non, parce qu'on a besoin, si tu les tires, mais qui restent étirés et qui bougent pas, ça sera quand même douloureux. Ah, ce sera pareil. Ouais, oui, c'est ça. on a besoin qu'ils bougent. Sur la notion de mouvement. C'est ça. Et donc, en gros, il faut qu'ils s'étirent, mais qu'ils reviennent, il faut qu'ils bougent. Et donc, plus tu vas avoir une amplitude de mouvement importante, plus ton seuil de douleur, il est difficile, enfin, t'es au-dessus de ton seuil de douleur. Plus tu descends, et ben, plus ton seuil de douleur, tu vas avoir pas beaucoup, tu vois, pour arriver sur ton seuil de douleur, tu vois. Mais sachant que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'espère que là, je pars pas trop loin, mais je vais aussi expliquer ce que c'est la douleur. Parce que la douleur, il y a aussi tout ce qu'on appelle sensibilisation centrale, sensibilisation périphérique, etc., qui va faire que ton état de base va être plus inflammatoire et donc la douleur va être ressentie beaucoup plus vite au niveau périphérique par exemple et envoyer des infos beaucoup plus vite au cerveau, mais le cerveau aussi lui à force de recevoir chaque mois des signaux douloureux, lui il va aussi réagir trop vite et on va avoir donc une sensibilisation qui fait que par exemple il y avait quelque chose d'assez parlant sur des danseuses, rien à voir avec les dysménorrhées, mais qui avaient des douleurs aux pieds. Eh ben, en fait, on s'était rendu compte que quand on les caressait avec une plume, eh ben, ça déclenchait la douleur comme si on les poignardait presque. Et c'était vraiment, quand on avait étudié ça, tout ce qui se passait, etc., faisait comme si c'était réellement extrêmement douloureux. Enfin, elles le ressentaient réellement, c'était pas dans leur tête, c'était réel, tout se mettait en place comme quelque chose d'extrêmement dur. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on va devoir expliquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de se réapproprier comme ça ces schémas de comment ça se passe au niveau de la douleur, ça permet de diminuer la sensibilisation centrale. Ça, c'est aussi un des rôles de la kiné. Il y a quelques semaines de ça, là, une personne que j'accompagne m'a dit « C'est fou, parce que c'est quand je vois que je saigne que je commence à avoir mal. » Elle me dit, et ça se trouve, j'ai commencé à saigner il y a 2-3 heures, je voyais pas, je suis pas allée aux toilettes, et quand j'ai vu que je saignais, et ça fait ça à chaque fois. Donc là, en fait, je fais une déduction assez courte, mais c'est une forme de sensibilisation à d'un seul coup j'ai mes menstruations, donc il y a comme s'il y avait un interrupteur, je vulgarise très très fort. Non, si. C'est un interrupteur dans le cerveau qui dit ok, bah c'est d'habitude on a mal, donc maintenant qu'on saigne on a mal, quoi. Enfin... Et du coup ça c'est de la sensibilisation centrale, parce que si c'était périphérique, il y aurait le local, c'est-à-dire que dès que ça commence à saigner localement, elle aurait déjà mal. Oui, et donc, qui fait que si elle avait... Enfin, parce que le temps, en fait, que l'utérus se contracte, que le sang coule, et qu'il arrive jusque dans la culotte, il y a entre une demi-heure et 2 heures, plus ou moins. C'est ça. Elle aurait senti 2 heures avant que le sang sorte, quoi, arrive dans sa culotte, quoi. Bah, en fait, ce qui fait mal, c'est pas le sang qui coule, c'est c'est les contractions utérines. Du coup, ces contractions utérines, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des massages, on fait de la mobilité, de la respiration. Qu'est-ce que toi tu proposes ? Alors, moi, ce que je propose déjà, c'est de travailler en dehors des règles. Pour descendre tout et être... Alors, descendre au moment où la douleur se déclenche, donc tout ce que je t'ai parlé de sensibilisation. Mais après, en dehors aussi, pour travailler toute cette mobilité. Qui va être par la respiration, qui va être par des torsions, qui va être par plein de choses différentes. Ensuite, on va aussi travailler la gestion de stress, mais parce que c'est hyper stressant de se dire que chaque mois, je vais être clouée au lit. Et donc, il y a cette anticipation aussi. Et donc, ça se travaille par tout ce qui est aussi méditation, respiration, donc carré, bien sûr, la cohérence cardiaque, moi ce que j'appelle la sniff respiration. En fait, il y a différentes respirations qui peuvent... J'aime bien les apprendre à mes patientes parce qu'après, elles ont le choix. En fait, j'aime trop que mes patientes elles aient le choix. Qu'elles aient le choix dans différentes choses et que à ce moment-là, elles vont dire ça, c'est ça qu'il me faut maintenant. Plus elles ont d'outils, alors après, sans trop les noyer, je fais en fonction d'elles, hein, parce qu'il y en a des fois, elles veulent que 2 outils. Ça marche, on garde les 2 outils, pas de souci. Ouais, je suis tellement d'accord. Ouais. Mais autrement, s'il y en a qui en veulent plusieurs, parce que des fois, ça permet d'affiner
De dire, tiens, je commence par ça, puis je vais faire ça, puis... Et au moins, j'ai le choix et je suis en maîtrise. Donc ça, c'est important. Mais donc, le moment des règles. Là, parfois, il faut aussi accepter, c'est facile pour moi de dire ça, donc de les accompagner dans cette acceptation que parfois, des fois, il faut rester couché. Hein. C'est pas forcément un échec. Ok. Après, l'idée, c'est que ça n'arrive moins, mais en fait, on nous vend aussi de nous dire, alors moi, mon idéal, c'est qu'aucune femme n'ait de douleur pendant ses règles, mais il y a des fois des pathologies ou des choses, qui sont actives, ces pathologies-là, et dont on ne guérit pas. C'est parfois un moment, on va à nouveau avoir mal quand on a ces règles. C'est pas dire j'ai mal fait, ce que j'ai fait c'était pas bien, etc. C'est que la maladie, elle est active. Et qu'il y a des moments, c'est plus fort, on s'allonge. Et on s'allonge et on met en place, alors en général, moi j'aime bien, donc la bouillotte, mais le froid aussi. Donc c'est bien de tester. Parce qu'on va vite s'en rendre compte. Tu mets une bouillotte, ça me fait du bien dans les secondes qui suivent. Ça fait pas du bien, tu l'enlèves. Tu mets du froid, ça me fait du bien dans les secondes qui suivent. Tu gardes ou tu vois. C'est pas genre je vais louper mon truc si. Et puis surtout, on m'a dit qu'il fallait mettre du froid ou on m'a dit qu'il fallait mettre du chaud, donc j'insiste. Non, écoute ton corps. Écoute-le, il te parle. Et puis peut-être que là, c'est aussi que tu as besoin de faire une pause. Donc, allonge-toi et fais tes respirations. Donc en fait, en gros, il faut quand même penser que plus tu te figes, plus tu risques d'avoir mal. Donc après, on a différentes portes d'entrée un peu loin de la zone pelvienne, qui peuvent redonner du mouvement par les synergies musculaires et qui vont faire que si tu donnes ce mouvement-là, la douleur, donc, elle va diminuer. Donc par exemple, tu es en boule dans ton lit, mais tu pourrais bouger la tête ou les orteils pour... Exactement. Parce que par exemple, le gros orteil, lui, il est en synergie avec le plancher pelvien. Ça veut dire que si tu veux contracter ton plancher pelvien puis que tu as un peu de mal, si tu appuies tes gros orteils dans le sol, il y en a qui vont le contracter beaucoup mieux leur plancher pelvien. Ah ouais. Tu vois ? Oui, donc effectivement, c'est une continuité de la structure du corps qui fait que... voilà. Il y a un truc anatomique, mais on ne sait pas. On n'a pas trouvé encore. Mais on s'en fiche, on l'utilise. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. On va le prendre. Tu as les rotateurs externes de hanche. C'est l'obturateur interne qui a un lien aussi. Alors, on pensait qu'il y avait un lien anatomique direct. Finalement, non. Par contre, c'est sûr qu'il y a un lien en synergie. Alors, l'idée, c'est d'expliquer ça aux patientes. Puis, elle va utiliser au moment critique qu'est-ce qui me fait du bien. Et après, évidemment, il y a le diaphragme. Mais en effet, les épaules. En fait, ton diaphragme, il s'accroche aussi aux épaules. Tu vois, il y a des gens... au niveau de l'endométriose, qui avait vraiment des douleurs fortes à l'épaule. En fait, c'est parce qu'il y a une lésion au niveau du diaphragme. Ça, c'est souvent. Et c'est l'épaule droite. Donc, imaginons, ton épaule droite, tu vas te dire, allez, je la bouge. Ça, j'y arrive, ça bouge pas trop mon ventre. Et je vais faire des mouvements d'épaule. Je vais y aller lentement, je vais y aller de plus en plus ample. Puis, je vais essayer d'y associer maintenant de la respiration. Je vais y aller lentement, puis de plus en plus ample. Et ainsi de suite. Parfois, tu arrives à sortir comme ça. Et après, il y a autre chose, mais qui est sous-cotée, alors que ça marche pour beaucoup de patientes, ça va être simplement, enfin moi je trouve que c'est très simple. Après, des fois je dis mais c'est très simple et les patients me font alors j'y arrive pas pour toi. Donc, bon. Mais moi je trouve que c'est très simple, tu vas me dire si tu trouves ça ou pas ou ça. Tu mets simplement tes deux mains au niveau de ton ventre. Ouais. Et là tu vas enfoncer mais un tout petit peu. Il faut pas que ça fasse mal. Et tu enfonces un tout petit peu quand même. Et là, mais je sais pas... un demi-centimètre, tu vois, tu pèses un peu sur ton ventre. Et là, tu commences sans déplacer tes mains, donc tu enfonces, mais sans déplacer les mains, tu vas faire des cercles lents dans un sens, des petits cercles. Et tu fais répéter, tu fais petit cercle, petit cercle, petit cercle. Puis, je sais pas, pendant, on va dire 1 minute 30. Puis tu fais dans l'autre sens, sans bouger tes mains. Puis après, tu te déplaces de 2 cm et tu vas. Et en fait, tu vas redonner du mouvement comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu pourras faire des mouvements de plus en plus grands et de plus en profondeur sans déclencher les douleurs. Et au contraire, tu sens que la douleur, elle s'en va. C'est D'accord. Tout simple à faire. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment un tips d'automassage que tu peux faire. Alors, peut-être que sans bouger tes mains, c'est pas très radiophonique, on n'entend pas. Mais en gros, c'est... On pose les mains et c'est comme si c'était les avant-bras qui bougeaient et qui faisaient que la sensation... Tu poses tes mains elles bougent plus. Elles restent sur la peau au même endroit qu'elles sont sur la peau. Par contre, tu enfonces et ensuite, c'est le mouvement en effet de tes avant-bras qui va faire que tes mains font un cercle et qui va entraîner la peau,
quand même, et tout ce qu'il y a en dessous, parce que c'est ce qu'il y a en dessous qui nous intéresse. Si tu glisses sur la peau, pourquoi pas, à vrai dire, mais bon, tu vas rester en cutané, tu vas rester au niveau de la peau. Ça peut faire du chaud quand même. Chez certaines, peut-être qu'au début, elles supporteront que ça, mais l'idée, c'est que après les mains ne glissent plus sur la peau, et que c'est l'ensemble qui bouge et que tu vas entraîner donc petit à petit un mouvement de plus en plus profond. Oui, c'est ça, c'est le fameux 1 centimètre en profondeur fait que du coup tu rentres un peu plus dans les tissus. Et... C'est ça. Et au fur et à mesure, l'idée c'est d'aller de plus en plus profond avec tes mains, mais vraiment sans faire mal. Ça sert à rien. Si tu as mal et que tu fais mal, tu es contre-productif. Donc tu dois sentir qu'au fur et à mesure, ça te fait du bien. Mais ça, c'est pas forcément facile à expliquer comme ça. Et ça, c'est pour ça que la kiné, on est très bon là-dessus. Ah oui. Ceux qui travaillent avec leurs mains. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, moi, je le montre. D'abord, je le fais sur ma patiente pour qu'elle sente ce que c'est. Puis après, elle va poser ses mains et moi, je vais mettre mes mains sur elle et on va faire ensemble. Elle se laisse guider. Puis après, elle va faire toute seule et elle va essayer de reproduire les mêmes sensations qu'elle a quand je fais sur elle. Ça m'amène à cette question de l'intrapelvien. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissent la kiné, mais qui appréhendent ce travail de kiné justement parce que il peut y avoir, j'attends confirmation avec toi, un travail en interne, donc vraiment un massage au niveau, enfin massage des contractions par le vagin ou par l'anus. Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que comment ça se passe ce travail-là ? Parce qu'on entend beaucoup parler, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur pour certaines personnes, où il peut y avoir une appréhension. Alors, je souris, on me voit pas sourire. Je souris. Je sais pas si tu sais, Maud, je suis à l'ordre des kinés aussi. Ah, non, je savais pas, mais c'est intéressant que tu le racontes. Et un de mes chevals de bataille, c'est de défendre, mais extrêmement défendre, le consentement éclairé de la patiente. Et c'est très important, ces deux mots. Déjà, c'est le consentement. Il faut que vraiment la patiente soit d'accord, mais il faut qu'il soit éclairé. Donc, pour qu'il soit éclairé, il faut qu'on explique. Et il faut que la patiente, elle reformule. C'est-à-dire que moi, je vais expliquer à ma patiente, je vais lui demander après de me dire qu'est-ce qu'elle a compris. Pour qu'avec ces mots, parce que vous avez compris, oui, mais en fait, je ne sais pas ce qu'elle a compris. Donc, il faut qu'elle puisse reformuler et qu'on soit d'accord sur cette reformulation. Et surtout, et là, je m'adresse mais à tout le monde, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise chez un thérapeute quel qu'il soit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Alors, on peut être mal à l'aise, arriver mal à l'aise et repartir à l'aise. Ça, c'est possible. Ok. Bah oui, ça veut dire que ça s'est bien passé, que la personne vous a mis à l'aise. De la confiance, ouais. Exactement. Par contre, vous arrivez mal à l'aise et vous repartez mal à l'aise, c'est pas bon. Vous arrivez à l'aise et vous repartez mal à l'aise, alors là, c'est drapeau rouge. Ce n'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. On ne doit pas vous faire déshabiller si vous n'en avez pas envie. On peut tellement faire des soins en étant habillé. Alors après, franchement, moi, ce que je dis à mes patientes, c'est venez avec un shorty, alors en coton, parce que les grosses shorties en lycra, parfois, au niveau tissulaire, on a plus de mal. Ouais, mais au niveau du ressenti. Voilà, parce que si on met la main sur le tissu et qu'on sent bien dessous, on n'est pas obligé d'enlever le tissu. En fait, pour moi, c'est important que la personne elle n'est pas obligée de se déshabiller. Alors, imaginez bien que si elle n'est pas obligée de se déshabiller, elle n'est pas obligée d'aller en endocavitaire. Voilà. Et il y a tellement, vous voyez, déjà ce que j'ai expliqué, si vous écoutez depuis tout à l'heure, en fait, vous avez vu qu'on peut faire par le mouvement, par la respiration, par des massages sur le ventre, mais il y a aussi tellement de travail au niveau du périnée qui peut se faire sans les mains, avec des ballons, avec différentes choses. Ou alors on explique un automassage. On peut aussi expliquer à la patiente comment se masser elle à l'extérieur. Il y a tellement de choses à faire avant d'aller en endocavitaire. Ok. Donc c'est pas obligatoire. D'ailleurs, pour moi, non, c'est pas obligatoire et c'est même pour moi un drapeau rouge. Parce que je pense que dès la première séance, aller en endocavitaire comme ça, c'est pas forcément souhaité. En tout cas, moi, je suis formatrice et j'explique aux kinés que je forme que c'est pas ma vision des choses. En fait, je pense que de faire déshabiller une personne directe comme ça et d'aller en endocavitaire dès la première séance, c'est pas facile pour
une bonne alliance thérapeutique. Après, il peut y avoir vraiment différentes personnes et puis ça peut fonctionner de suite et puis c'est vraiment le souhait de la personne, de la patiente, etc. Pourquoi pas, hein. Je dis pas que c'est interdit. Je dis juste que c'est pas une obligation du tout. Et après, le travail endocavitaire, pour moi, c'est quand le reste ne fonctionne pas. Sauf si c'est la principale plainte d'une patiente sur une pathologie précise, mais on n'est pas du coup sur les dysménorrhées. Si on parle de dysménorrhée, juste ça, enfin juste ça j'entends, hein, c'est pas juste ça mais on s'entend, si c'est le seul symptôme, on peut vraiment faire plein de choses sans être en endocavitaire. Et alors encore moins endocavitaire dans intra-anal. Ok, d'accord. D'accord, donc rien d'obligatoire. Non. Et effectivement, s'il y a, enfin, moi j'appelle ça l'intrapelvien, mais du coup, si ça passe en interne, c'est vraiment en cas de dernière possibilité, ou si. Non, c'est pas si quand c'est même voilà, c'est pas complètement dernière, mais c'est pas la première. D'accord. C'est pas la première. Okay. Mais après, il y a des choses en intra qui peuvent être hyper intéressant et notamment sur des points ce qu'on appelle donc les points trigger ou les points myofasciaux, je sais pas si ça comment on peut dire en fait c'est dans le muscle il peut y avoir une partie qui devient plus dure qui fait comme une boule et quand on appuie dessus ça va reproduire vraiment la douleur de la patiente mais du coup là on n'est pas sur les dysménorrhées parce que ça va être des douleurs quoique si, ça m'est arrivé, parce qu'en fait, c'est les dysménorrhées créaient une inflammation qui faisait que ce point était ressenti plus fort. D'accord. Donc, ça peut quand même. Et, mais bon, bref. Et en fait, par exemple, ouais, parce que en fait, le truc, c'est que c'est très complexe et c'est rare qu'il y ait qu'un truc et souvent, c'est enchevêtré et nous, on doit défaire le fil. Et alors, pardon, je vais faire un petit détail, mais surtout chez les kinés, où il y a une espèce de contrat tacite souvent de ok quand on commence c'est parti pour 10 séances et c'est, non voilà je te laisse même pas terminer c'est non mais c'est même pas ça c'est que si le soin commence et que le soin ne va plus donc c'est même pas la séance là je suis dans la séance c'est non on s'arrête si le kiné n'est pas capable de comprendre ça bon alors vous réglez la séance vous êtes venu mais vous partez. Et sur la même ordonnance, vous pouvez aller avec un autre kiné. Vous pouvez changer de kiné chaque séance. Bon, alors déjà, ça poserait problème quand même pour la suite des soins. Ça serait dommage. Ça serait quand même parlant, ce serait compliqué. Ça serait un peu dommage. Mais en soi, c'est possible. En soi, c'est légal. Enfin, on a le droit, en fait. On a le droit. Ouais. Mais c'est important de le rappeler et de dire on peut garder son ordonnance. On peut garder son ordonnance. Le kiné peut prendre une photo, ça suffit. Donc déjà, c'est vous gardez votre ordonnance. Si ça ne va pas, si vous n'êtes pas à l'aise, s'il ne vous écoute pas, mais même des fois, c'est pas forcément parce que le kiné est mauvais. Ça peut être aussi, on est dans des thérapies où la personnalité est tellement importante. Eh ben, en fait, ce kiné peut, ou cette kiné peut très bien correspondre à quelqu'un, mais qui n'est pas vous. Et ça ne veut pas dire que vous ou lui ou elle, c'est pas ce sont des mauvaises personnes, c'est pas vrai. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il peut y avoir des mauvaises personnes quand même. Hein. Ouais. En fait, il n'y en a pas tant que ça, heureusement, chez les kinés. Et puis en plus, au niveau de l'ordre, quand même, il y a un travail qui est fait extrêmement d'essayer de faire le ménage, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, on essaie de ne pas se voiler la face et au contraire, d'être en soutien si on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et donc ça, c'est très important. Ah oui, c'est aussi... Enfin, t'as une vision justement assez globale, je trouve, du corps et de la douleur. Qu'est-ce que tu englobes, toi, dans global ? Quelle est l'importance de la globalité du corps pour toi ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? Alors, très intéressant comme question. Moi, je mets dans la globalité le corps en entier, plus la personnalité de la personne. Puis, là, je sais que je vais pas être en accord avec tout le monde du côté de la kiné. Je suis aussi ostéopathe, mais je suis surtout chrétienne. Okay. Et donc, pour moi, un corps, c'est pas qu'un corps, l'enveloppe, ça va être ce qu'est vraiment la personne, c'est sa personnalité,
son esprit, en fait. Et donc pour moi, je pense qu'il y a aussi une âme. Mais bon, voilà, ça c'est... Oui, c'est ça. On part doucement vers une forme de spiritualité. Après, je reste scientifique. Je peux pas, quand je soigne quelqu'un, je peux pas enlever son vécu, son passé. Je peux pas enlever les traumatismes qu'elle a pu avoir, parce que dans les douleurs pelviennes, on est quand même beaucoup dans les traumas aussi. Je peux pas enlever son histoire familiale, etc. Mais ça reste scientifique. Par contre, ce que je ne vais jamais faire et auquel je n'adhère pas, il y en a qui seront à nouveau pas d'accord avec moi, mais là ça sera les non scientifiques, c'est que par exemple de dire cette douleur elle est liée à une relation avec votre mère, etc. et tout. Ça, moi là, non. Ouais. C'est pas. Après, si la personne me dit je m'entends pas avec ma mère, je dis ça peut être intéressant que vous alliez voir. Et là, je vais renvoyer vers une psychologue ou avec des gens avec qui je travaille ou différentes personnes, peut-être si elles ont envie, d'aller creuser ça. En fait, parce que je pense que si on va pas bien dans sa tête, s'il y a des blocages sur certaines choses, il y a d'autres choses qui vont pas avancer. Si une personne est en train de divorcer et que ça se passe hyper mal, moi ça m'est arrivé, une personne elle avait le dos complètement bloqué et en fait elle était en train de divorcer, ou alors une personne complètement bloquée au niveau du cou et en fait ça se passait très mal à son travail, etc. Et clairement ça a joué. Dès que le truc au travail s'est terminé, plus de blocage au cou, ou etc. Donc il y a vraiment des choses comme ça qui interviennent. Mais moi je vais pas dire parce que je sens ça, alors le problème vient de là. Ça par contre je rentre pas là-dedans. Oui, bien sûr. Et je vais glisser aussi peut-être moi mon avis là-dessus, parce que moi j'ai passé quelques années dans le New Age avec ce décodage biologique, etc. Jusqu'à moi comprendre que en fait c'était hyper violent. Enfin, de dire c'est la faute à ta mère. Enfin, tu vois, il y avait un truc non, mais c'est... Et il y a eu vraiment, moi j'ai eu un vrai déclic de mais Maud, tu dis, enfin, la responsabilité, la culpabilité et tout ça, enfin vraiment j'ai switché complètement de notions. Par contre, je reste convaincue qu'effectivement le vécu de la personne, que oui, il y a de la douleur, oui, il y a de l'inflammation, et l'inflammation, elle peut arriver de tout un tas d'endroits différents, dont effectivement un stress, dont un vécu, dont un traumatisme, mais c'est pas généralement une chose, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus un environnement, plus, c'est toujours multifactoriel, quoi. Et donc, dans une recherche scientifique, on parle toujours du ce qui est de prendre la personne dans un... je sais plus comment on dit, mais c'est biopsychosocial. Donc le bio, ça va concerner les douleurs, tout ce qui est corporel, mais psycho, c'est comment sa tête elle est par rapport à ça, mais par rapport à ce qui un petit peu autour d'elle, et social, comment ça se passe à son travail, comment ça se passe dans son vie familiale, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de scientifique, de tenir compte de ça. Donc moi, vraiment, ma patiente, c'est elle. Avec un grand son ensemble, quoi. Ouais, dans son ensemble. Et alors, parce que du coup, tu travailles aussi avec d'autres professionnels, tu interviens, de ce qu'on entend, c'est que tu es pro pluridisciplinarité. J'interprète, c'est ça? Ah, mais complètement. Ah non, mais à fond. Donc, vers quel autre professionnel, toi, tu réorientes le plus, pour compléter la prise en charge? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ok, alors ça, c'est pas mon job, mais aller voir plutôt telle ou telle personne? J'aime bien, du coup, c'est super variable, parce que ça va dépendre aussi de la plainte de la personne. Okay. Mais déjà, parfois, renvoyer vers le médecin généraliste, tout simplement. D'accord. Oui, parce que moi, donc, du côté ostéo, je peux avoir des gens qui arrivent et qui sont même pas passés par le médecin généraliste, ce qui est différent que du côté kiné. Puisque le kiné, il faut une ordonnance. Donc, ils sont forcément arrivés par un médecin, mais pas forcément le médecin généraliste. Donc déjà, de voir avec eux s'ils ont un suivi, parce que les médecins G, alors après c'est pareil, ça dépend des médecins généralistes, mais la plupart font un super travail pour moi de chef d'orchestre. C'est eux qui ont cette vision d'ensemble et qui vont renvoyer vers les spécialistes, vers différentes personnes. Et je trouve que les médecins généralistes... la plupart qui font bien leur travail, avec qui je travaille, ont cette vision très globale et de dispatcher comme ça, et j'aime beaucoup. Donc, parfois, c'est, j'allais dire, simplement de renvoyer vers un médecin généraliste ou leur médecin généraliste. Mais après, il y a aussi, et dans les médecins aussi, avec moi, je travaille avec certains gynécos en qui j'ai toute confiance, et c'est aussi des personnes très importantes.
qui sont aussi chirurgiens de la sphère, parce que c'est pas ce qu'on va voir un chirurgien qu'on va être opéré. Mais par exemple, si on parle de varices pelviennes ou des choses comme ça, enfin suivant, ça peut être quand même différents médecins qui travaillent là, qui sont importants à aller voir. Donc tout ce qui est médecin déjà, parce que c'est important de créer du lien avec eux et de travailler en pluridisciplinarité avec eux, parce que plus on va leur envoyer des gens, etc., d'une façon, on va dire, opportune, et eux, plus ils vont se dire, ah tiens, et après, ça va créer du lien avec eux. Alors, j'ai aussi la chance, donc je travaille aussi dans une CPTS. Est-ce que tu peux expliquer pour... Ouais, la CPTS, en fait, c'est un groupement de professionnels de santé, libéraux en général, mais salariés aussi, sur un territoire donné. Okay. Et on va travailler ensemble dans le but de faire de la santé publique, mais aussi du lien pour prendre en charge au mieux les patients, enfin de prendre en soin au mieux les patients et que ça soit plus fluide. Et c'est pour que le patient soit mieux orienté, etc. Et donc dans la CPTS, on se connaît de mieux en mieux et donc vraiment on peut se renvoyer les patients beaucoup plus facilement. Donc ça c'est vraiment important aussi, je trouve, pour les professionnels d'aller vers leur CPTS. Après moi j'ai la chance d'avoir une CPTS hyper ouverte où les médecins parce que pardon, ce que je vais dire c'est un peu cliché mais pas trop, il y a des médecins aussi qui ne veulent pas écouter et qui pensent que c'est eux les meilleurs et c'est que eux qui savent. Donc là c'est plus problématique, oui, c'est problématique. De discuter avec eux. C'est une question d'ego. Voilà, et même pour les patients c'est problématique, mais bon. Bref, donc voilà, donc les médecins, tout ce qui est médecin, moi je trouve que c'est super important. Et ensuite, il va y avoir tous les psychologues. Tout ce qui est psychologue, il y a différentes façons de faire, différentes techniques, donc c'est pareil, ça va dépendre. Là, ils vont dire, moi je suis plutôt TCC, EMDR, après d'autres plutôt psychanalyse, etc. Donc après, ça va dépendre aussi de ce que le patient, lui, qu'est-ce qui lui parle. Après, il va y avoir tout ce qui est sexothérapeute. Donc voilà. Après, moi, j'aime beaucoup travailler en hypnose. Moi, je suis pas du tout formée. J'ai la chance d'avoir une super médecin généraliste qui fait de l'hypnose et trop bien. En plus, avec de très bons résultats. Donc travailler la douleur pour prendre soin de la douleur. Ouais. Parce qu'en fait, ça a été prouvé que ça aide vraiment à descendre, à travailler sur tout ce qui est sensibilisation centrale. Donc, si tu ressens moins ta douleur, tu vas pouvoir plus vite, mieux bouger et tu sors de ton cercle vicieux. Et puis, ça peut aussi travailler sur le passif familial. Parfois, aussi en hypnose. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est vers qui je réoriente. Il va y avoir aussi, j'ai aussi des kinés qui sont formés en micronutrition, en alimentation, etc. Parce que l'alimentation est un énorme pilier de la santé par rapport à la douleur et de côté inflammation. Et il y a des choses que je connais. Mais c'est pareil, c'est un métier à part entière, donc je vais donner, on va dire, des bases, mais s'il faut creuser plus, parce que des fois ça suffit, les bases, mais s'il faut creuser plus, il faut un spécialiste, donc je vais renvoyer, et là c'est pareil, j'ai tendance il faut vraiment que je connaisse la personne, et c'est pareil parce que dans la naturopathe, il y a aussi eu des grosses dérives sectaires. Donc, alimentation oui, micronutrition oui, naturopathie, pourquoi pas, mais qui l'a fait et comment l'a fait? Parce que c'est comme dans l'hypnose, on peut avoir des dérives. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'il y a eu vraiment des dérives. Donc voilà, je peux renvoyer vers des kinés qui travaillent différemment que moi ou qui ont des appareils que je n'ai pas et que je me dis ça peut être intéressant. Donc je renvoie aussi vers des kinés qui travaillent différents. Oui, c'est d'autres outils que toi. Notamment la T-carte-thérapie. Que je n'ai pas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, je peux renvoyer vers d'autres kinés, je peux renvoyer vers un pédicure-podologue. Parce qu'en fait, mais oui, les semelles. Moi, il y a des fois des semelles, les gens ont eu moins, parce que ça a redonné une certaine mobilité aussi au niveau du bassin, que moi, ça aide à faire passer un palier, et il y avait moins de douleurs de règles. Non, mais en fait, il faut pas suffire. Sur le mouvement, quoi. Plein de manières de du mouvement. Et puis après, ça peut être aussi vers un coach sportif qui travaille d'une certaine façon et que voilà, parce que ça sera en dehors après de la sécu, parce qu'il y a des choses après, on va rentrer, c'est pas forcément pris en charge par la sécu. Enfin, bref, en fait, malheureusement, il n'y a pas assez de filières
bien déterminé. Ouais. Et les patients sont pas assez au courant, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, super. Merci. Et acupuncture, je peux envoyer, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, c'est très large, quoi. Mais ouais. C'est très large. Ouais. Tu formes également, tu sensibilises les kinés, enfin, tu formes les kinés au travail de douleur pelvienne, mais tu les sensibilises beaucoup à intervenir en prévention pour lutter sur la chronisation des douleurs. Oui et non. Pourquoi ? Parce que quand on a des patients qui arrivent en douleur pelvienne, on est dans de la chronicisation. Voilà, j'allais en venir là en fait. La question c'était, mais est-ce que vraiment... Enfin, en fait, ces douleurs menstruelles, on en parle très peu dans l'espace public comme de la douleur chronique, parce que justement c'est quelques jours par mois, mais c'est pas oui, c'est pas comme jours, c'est pas comme une douleur persistante qui est. Mais en fait, quand on parle de douleur persistante, c'est pas forcément que tu as mal tous les jours. C'est que cette douleur-là, elle revient, et au fur et à mesure, elle s'empire. De par ce qu'on a déjà expliqué sur le fait comment fonctionne la douleur, je n'ai pas trop parlé de ça, mais comment fonctionne le système inflammatoire, qui aussi va rentrer en cercle vicieux, mais comment fonctionne le système hormonal. C'est ça, j'en ai un peu parlé au début. Mais donc en fait souvent la douleur elle touche pas qu'un système, c'est multisystémique. Ouais, et en fait je reviens sur les douleurs qui deviennent chroniques, mais en réalité donc ces douleurs menstruelles elles sont chroniques. On dit que c'est à partir de 3 mois, à plus de 3 mois, mais généralement les personnes qui arrivent ça fait des années que elles sont en douleur chronique. C'est ça. J'ai même eu des gens qui ont commencé à avoir mal avant d'avoir leurs règles. Ah ouais. Ouais. Parce que ça donc, commençait du coup, là, déjà. On est plus sur si c'est les hormones qui sont lancées. C'était hormonal. C'était hormonal et en fait après c'était de l'endométriose. Okay. Mais c'était quand même des douleurs qui ont commencé d'une façon cyclique au moment des règles qui n'étaient pas encore là et qui arrivaient. Il commençait à y avoir ce travail hormonal en fait. Donc ce que je veux dire c'est que à partir du moment où tu dépasses 3 mois et en tout cas 6 mois, parce qu'il y a le côté subaigu, bref, tu es vraiment en douleur persistante quand tu as dépassé 6 mois. C'est toutes nos patientes. Oui, c'est ça. On est d'accord que c'est extrêmement rare qu'une femme avec des douleurs menstruelles vienne au bout de 3 mois. C'est généralement des années d'errance avant que... Okay. Donc c'est validé, j'ai besoin de l'entendre de quelqu'un de professionnel, c'est validé que les douleurs menstruelles sont chroniques sur... Ouais, on est d'accord là-dessus. On est sur des douleurs. Alors, ce qu'on aime, le nouveau terme, un peu plus qu'on dit, c'est persistante que chronique. Okay, douleur persistante. Mais bon, on s'en fiche un peu. Mais en gros, donc c'est des douleurs qui persistent en fait. C'est ça. Et en fait, ça c'est important de le dire, c'est que de cette persistance va entraîner des problèmes. Donc, j'ai déjà dit, mais je redis, des systèmes qui vont à nouveau dysfonctionner et ça va se propager. Donc, on peut faire, quand je dis de la prévention, c'est que parfois, on a des patients qui viennent pour autre chose. Et en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est de poser certaines questions systématiquement. Et donc, moi, j'ai des patients qui viennent pour des douleurs cervicales, et alors douleurs lombaires. Mais bon, douleurs cervicales, je m'y attends un peu moins quand même. Et je vais leur demander comment se passe votre cycle. Systématiquement. Et là, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me disent comme j'ai mal comme normal. J'ai dit mais c'est quoi normal? Je suis 2 jours par mois couchée. Alors on est d'accord, on est déjà dans la chronicisation, hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'elle vient pas du tout pour ça. Et c'est pas forcément de la prévention, mais on va traiter ça aussi. De dire non, ce n'est pas normal, et hop et on rentre, on peut prendre en soin de la patiente par rapport à ça, même si elle vient pour autre chose. Et ça lui permet en fait d'avoir un espace aussi où elle peut exprimer sa douleur, où elle peut exprimer ces choses-là qui souvent sont banalisées, cachées, qu'elles ont exprimées aussi avant, mais on leur a dit c'est normal, donc après elles vont plus chercher pourquoi en fait. Oui, d'accord. On va doucement clôturer cet entretien. J'avais une dernière question pour toi. Quelle serait la meilleure décision à prendre là, à commencer, une personne qui a des douleurs
pour apaiser ces douleurs menstruelles, qu'est-ce que toi, ton premier conseil? Alors déjà, reconnaître que ce n'est pas normal. Et de se dire non, vous avez raison, vous avez mal, vous n'avez pas à rester seul sur ça. Ça va demander de l'énergie. Le problème, c'est que la douleur prend de l'énergie. Oui. Ça va demander de l'énergie, mais il y a forcément, à un moment donné, un thérapeute qui n'est pas si loin que ça de chez vous, qui sera adapté à vous. Et c'est vrai que parfois, moi, on me reproche parfois en me disant « Ouais, mais il n'y a pas de kiné vers chez moi » ou « Il n'y a pas de kiné efficace vers chez moi ». Mais on est quand même aussi beaucoup de kinés formés, quand même. Donc, il y a tous les kinés, vous pouvez les trouver sur le site de l'IPPP. Vous pouvez aussi les trouver sur le site de l'AFREP. On pourra peut-être écrire comment ça s'écrit, etc. Je vais le mettre en description du podcast, en fait. Et tout ça, c'est les annuaires de kinés qui sont par exemple, en pelvis, périnéo. Donc, quand même, vous allez trouver des gens qui vont être... Alors, même si c'est pas... Voilà. Après, ça peut ne pas correspondre à votre caractère, mais il y en aura d'autres. Enfin, cherchez. Cherchez les thérapeutes qui peuvent vous correspondre. C'est comme un psy, hein. C'est-à-dire que les psys, on nous a un peu vendu ça aussi, c'est que que ça va durer longtemps, etc. Moi, je dis, c'est comme un kiné, un psy, etc. On arrive, on doit se sentir mieux à la fin. Ça ne veut pas dire que c'est guéri, hein, mais on sent qu'on avance vers le mieux, vers le mieux-être. Et ça, c'est hyper important. Et donc, vraiment, ne restez pas seul. Et ce n'est pas normal. Il y a vraiment des choses à faire. Et après, si on veut parler un peu d'autonomie, un peu seul, essayez le chaud, ça c'est facile. Essayez le froid. Essayez les petits massages comme j'ai expliqué. Essayez la respiration. Essayez un peu de bouger loin pour revenir vers la zone douloureuse, etc. Le TENS peut vraiment changer la donne. C'est juste un peu contraignant parce qu'il faut le faire régulièrement, c'est un peu long, etc. Mais Oui, mais il y a quand même une certaine autonomie aussi possible qui est intéressante aussi à voir. Tu vois, un de mes buts, c'est que moi, ma patiente, après, je la vois plus. Tu vois, moi, mon but, c'est d'accompagner un temps, de la rendre autonome. S'il y a des moments, il y a des rechutes, c'est pas une honte, vraiment lui expliquer qu'elle peut revenir me voir, qu'on peut être un peu en dessous, on peut avoir envie d'un peu de cocooning aussi, on peut avoir, etc. Il n'y a pas de souci. Mais mon but, c'est qu'elle sache être autonome et se gérer seule. Mais c'est ce que veulent les femmes, en fait. Et un autre truc dont j'ai pas parlé, mais parce que c'est un peu différent, mais pour moi c'est hyper important, c'est le flux libre instinctif. Ah oui, ok. Moi je suis hyper ambivalente là-dessus parce que je le trouve hyper intéressant. Parce que justement, en plus, je sais pas, il y a une forme, pour moi, je suis danseuse aussi, hein, donc il y a une forme d'interoception, tu vois, un truc de ressenti intérieur qui est hyper intéressant, je trouve. Et en même temps, ça met une pression, je trouve. Et parfois, du coup, après à se dire, j'ai pas réussi, je suis nulle, c'est encore un truc que j'ai pas réussi à faire, etc. Et puis, ça veut dire qu'il faut en plus penser à ça dans sa journée. Enfin, et ça, je trouve que ça... Alors, ça dépend comment tu l'accompagnes. Moi, je l'accompagne sans demander un 100%. Oui, d'accord. Jamais. Je l'accompagne... Oui, avec une culotte menstruelle, quand même. Avec, évidemment, non mais carrément, avec une culotte menstruelle, voire en plus une protection hygiénique, par-dessus la culotte, parce que certains ça les stresse trop, donc aucun problème. Donc tu as donc ta protection et tu sais que tu n'as pas de stress par rapport à ça. Et l'idée c'est qu'au maximum, déjà, au moins tu sois en conscience que si ça coule, c'est comme si tu décidais de te faire un peu pipi dessus. C'est volontaire. Tu vois, c'est pas un truc que tu sens pas couler, c'est tu sens que ça coule, mais tu dis ok, ça coule et je vais le laisser couler dans ma culotte. Parce que ça déjà, c'est différent comment c'est géré par le corps si tu es en conscience que si tu ne l'es pas. Ah oui. Tu vois ? Ah oui, et la manière de l'appréhender est pas du tout la même et c'est quand même très intéressant ce que tu proposes. Ouais. Et ensuite, je vais expliquer comment faire. Aux toilettes, c'est une position particulière, c'est une respiration particulière. Et on peut le faire donc soit en suivant en effet la contraction qu'on a ressentie utérine ou différents symptômes qu'on peut avoir, ressenti, un frisson, etc. Enfin, différentes choses. Ne pas se stresser parce qu'on a entre 20 à 40 minutes pour aller aux toilettes. Que si on ne peut pas aller aux toilettes, on peut dire là je vais fluer dans ma protection, zéro problème. Mais autrement, on peut aussi le faire de façon anticipatoire, à se dire, tiens là, avant de partir, un peu comme si on va rouler pendant 8 heures,
et que on se dit je vais faire pipi avant d'aller aux toilettes, quoi. Avant de partir prendre la voiture. Et donc tu vas aux toilettes et tu as cette respiration particulière à faire, donc il y a un mélange de pompage, donc d'apnée en hypopressif et de relâchement en fait, qui va favoriser le fait de fluer. Et en fait, ce qui a quand même été montré, c'est que si tu es en conscience sur ça, mais très rapidement quand même, tu ne flues plus la nuit. C'est-à-dire tu deviens continente la nuit. Assez rapidement. La plupart des patientes, c'est en 2-3 mois. Hein. C'est pas 2 ans, tu vois. À partir de ce moment, alors après, quand elle se lève, il faut aller vite aux toilettes et parfois ça coule dans la culotte. Oui, mais c'est la gravité, quoi. Mais c'est pas grave. Exactement. Et en fait, le fait qu'elle ne flue plus la nuit, tu rentres dans un autre fait tes règles vont être beaucoup plus courtes, moins douloureuses, même sous pilule. Hein. C'est même sous pilule. Hein. C'est pas donc même. Alors l'idéal après c'est plutôt un symptothermie, mais ce que je veux dire c'est que même sous pilule, donc c'est même avec des hormones quoi. Et en fait ça va être plus court, ça va être moins douloureux et tu vas être plus acteur en fait. Au fur et à mesure tu vas être de plus en plus en maîtrise, en plus en sensibilité, tranquille. Oui c'est ça. Tu vois, c'est pas de pression, pas de... Non. Un nouveau truc à devoir gérer, etc. C'est ça qui est en fait le plus difficile, je trouve. Mais tu gères pas ta façon d'aller faire pipi. Bah oui, bien sûr. Et ça, tu vois, ça nous viendrait pas à l'idée de dire, bah non, toi, on va te laisser des couches toute ta vie, on t'apprend pas. Parce que ça s'apprend la propreté. On l'apprend. Et ça, non. Ouais, c'est intéressant. Et alors, oui, non, aussi autre chose, l'alimentation. Hein. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil. Hein. 3 piliers qui sont essentiels aussi par rapport aux douleurs. Mais essentiels. Donc, faites attention à votre sommeil. Ça, c'est vous. Faites attention à votre alimentation. Ça, on peut en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents piliers, différentes façons. Et en fait, c'est un ensemble parce que ça touche plusieurs systèmes. Merci beaucoup, Caroline. Je mettrai tout en description du podcast. Toi, on te retrouve où ? Alfortville. Alfortville. Ouais. T'as une liste d'attente immense ou alors, comment ça se passe ? Alors, au niveau ostéo, non. C'est-à-dire qu'en ostéo, je suis facilement d'accès parce que c'est pas... Mais c'est une très bonne porte d'accès. Hein. C'est-à-dire qu'en ostéo, on peut faire beaucoup de choses aussi. Et puis, on va travailler aussi différentes choses, même si... parce qu'au niveau kiné-ostéo, il y a quand même des choses communes. Donc, au niveau de la respiration, etc., l'un comme l'autre. Donc, au niveau ostéo, je suis facile d'accès. Au niveau kiné, c'est plus compliqué parce qu'on part sur une prise en charge qui est plus longue. Bref, mais quand même, c'est pas la même façon. Et donc ça, c'est vrai qu'on peut pas avoir accès directement comme ça. Il faut m'envoyer un message. Et après, il faut voir si... Moi, je travaille qu'en journée. J'ai 3 enfants. Je travaille qu'en journée. Il faut être disponible en journée. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui font que parfois, honnêtement, le côté kiné, je vais être plus difficile d'accès. Ça, je le sais. Oui. Mais... Voilà. Mais je mettrai l'annuaire, du coup. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens très, 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 très bien. On est beaucoup... Enfin, c'est que souvent on dit il n'y a pas, mais je pense que c'est surtout que le lien entre les kinés formés et les patientes, eh ben, même si en effet on manque, hein, on n'est pas assez nombreuses, c'est clair. Mais il y en a. Il y en a quand même. Mais faut-il les chercher faut-il savoir où les trouver, on va dire. Oui, c'est ça. Faut-il savoir où les trouver, ça c'est sûr. Ok. Merci beaucoup, Caroline. Et j'ai envie de dire encore un joyeux anniversaire. 50 ans anniversaire aujourd'hui. 50 ans. Une étape. Merci, en tout cas, ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je reçois ça comme du miel d'entendre, c'est pas normal, en fait, il y a des solutions, tout. Enfin, voilà, il y a des possibilités pour s'en sortir et ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée et de permettre de montrer ce qu'est la kiné. Avec grand plaisir. Vraiment, j'étais ravie. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors,
Merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mauderenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.